monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Doha abrite la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en prélude du sommet arabo-islamique d'urgence prévu demain, consacré à l'examen de l'attaque israélienne contre l'État du Qatar, avec la participation du Maroc, représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Casablanca abrite une table ronde d'investissement consacrée au financement du plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui en présence du président de la République de Centrafrique. En fin de journal, nous vous emmenons à Ifrane où la saison estivale a été marquée par une affluence record de visiteurs. Apprécié pour son doux climat et ses paysages, Ifrane accueille aujourd'hui les derniers vacanciers en quête de déconnexion loin du rush de l'été. Ouverture à Doha des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en prélude du sommet arabo-islamique d'urgence consacré à l'examen de l'attaque israélienne contre l'État du Qatar, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. À l'ordre du jour de cette réunion préparatoire, l'examen de l'attaque israélienne contre l'État du Qatar et le projet de la déclaration qui sera soumise au sommet arabo-islamique d'urgence prévu demain lundi à Doha. La délégation marocaine à cette réunion comprend notamment l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, et l'ambassadeur du Royaume du Qatar, Mohamed Sitri. Une actualité que l'on décrypte donc entre autres avec notre consultant, professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors comme annoncé à la une donc de cette actualité de ce dimanche, l'ouverture à Doha des travaux donc de la réunion préparatoire des chefs de la diplomatie en prélude du sommet arabo-islamique d'urgence consacré à l'examen de l'attaque israélienne contre l'État du Qatar. Alors comment se présente tout d'abord l'ordre du jour de ce sommet qui se tient dans une conjoncture déjà marquée par une escalade au Proche-Orient? L'ordre du jour, oui, mais il y a l'agenda. C'est une attaque qui a eu lieu mardi dernier, une attaque israélienne donc contre un bâtiment où il y avait des responsables du mouvement Hamas. Il y a un fils d'un responsable d'ailleurs qui est mort avec 5 autres victimes. Et jeudi, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité en d'urgence qui a condamné cette attaque israélienne. Et puis ce même jour, jeudi, donc, Qatar a décidé de convoquer un sommet extraordinaire arabo-islamique, donc, qui se tient aujourd'hui, qui a été préparé par une réunion préparatoire, qui, comme vous savez, et le sommet officiel aura lieu demain. Ce qu'il faut relever ici, c'est que il y a 57 États participants arabo-islamiques. Il y en a 22 qui sont arabes et 35 donc islamiques. Donc c'est une donnée importante. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu un précédent sommet extraordinaire à Riyad en novembre dernier à propos de l'escalade donc de la répression contre la Palestine. Alors, l'ordre du jour, vous en avez parlé, c'est évidemment d'examiner les conditions même de cette attaque et de préparer un projet de déclaration. Projet de déclaration qui va insister sur quoi? Sur des principes de souveraineté, de respect de l'indépendance, du droit international et de la solidarité arabo-islamique. Légalement, les membres vont se pencher sur l'impact de cette attaque israélienne quant à la sécurité dans la région. Et ils vont condamner évidemment l'attaque israélienne. Il y a des absents, il faut le relever. Il y a 3 absents, 3 chefs d'État absents. L'émir du Koweït, Ahmed Sabah, le sultan d'Oman et le président tunisien. Problème posé, y aura-t-il une réponse collective des États participants à cette attaque israélienne? Première interrogation. Deuxième interrogation, il est question d'une force arabe conjointe sur le modèle de l'OTAN.
l'Organisation traité de l'Atlantique Nord. Sur quelle base? Sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit la possibilité d'alliances défensives pour faire face donc à des agressions en invoquant la légitime défense. On verra bien. En tout cas, il faut noter que le Qatar, qui a vigoureusement réagi, etc., a indiqué ceci, qu'il allait continuer sa mission de médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc on va voir ce qu'il en est demain soir au plus tard. Voilà pour le sommet donc arabo-islamique qui s'ouvre d'ailleurs demain. Vous restez avec nous, Mostafa Sahimi. Casablanca, haut lieu diplomatique et économique africain, une table ronde d'investissement consacrée au financement du plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine s'est ouvert aujourd'hui en présence du président de la République de la Centrafrique, M. Faustin Touadéra. Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la rencontre, le président de la République centrafricaine a salué, je cite, la conduite éclairée et le leadership exemplaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur d'une Afrique solidaire et prospère. Table ronde organisée sous le thème Ambition 2028, terre d'opportunités et de promesses. Sarah Katir, Ahmed Hamri et Iman Nablo. Ce dimanche, la métropole économique se transforme en haut lieu diplomatique et économique africain avec l'ouverture de cette table ronde des investissements sur le plan national de développement de la République centrafricaine 2024-2028. Un événement tenu en présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui, dans son allocution inaugurale, a mis en avant le soutien précieux du Maroc. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine. La République centrafricaine s'est résolument engagée sur la voie de la reconstruction et du développement durable. Aujourd'hui, nous voulons qu'il soit reconnu pour ses opportunités, ses richesses et sa résilience. L'organisation de cette table ronde au Maroc revêt une portée hautement symbolique et stratégique. Elle illustre la coopération sud-sud dynamique et visionnaire prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et témoigne aussi de la place de choix qu'occupe le royaume en tant que plateforme de dialogue, d'investissement et de solidarité. Le Maroc joue un rôle central dans l'organisation de cet événement d'envergure qui s'inscrit en droite ligne des hautes orientations royales visant la promotion de la coopération sud-sud, notamment avec la République centrafricaine qui sort d'une longue crise et se prépare à une trajectoire de développement à tous les niveaux. Le pays déploie un plan d'investissement couvrant des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, ainsi que la gouvernance ou encore l'innovation. Nous ne parlons que de relèvement. Il est temps maintenant de passer du relèvement au développement. Et pour passer au développement, il est essentiel de mettre en place un plan national qui comporte plusieurs secteurs. Que notre pays est très fier de collaborer avec le Royaume du Maroc pour mobiliser des investisseurs autour donc du plan national de développement de la République centrafricaine. Et vous le savez, nous espérons pouvoir mobiliser autour de 12,5 milliards de dollars pour financer des projets de développement en République centrafricaine. Les travaux se poursuivent demain et devront marquer une étape décisive dans la concrétisation des ambitions économiques de Bangui, tout en renforçant le rôle du Maroc comme carrefour incontournable de la coopération africaine. Nous venons de le voir, Mostafa Sahimi, Casablanca abrite donc 2 jours durant une table ronde, un événement d'envergure, une table ronde d'investissement consacrée au financement du plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. Que symbolise tout d'abord la tenue de cet événement au Maroc et que promet-il surtout? C'est inédit.
C'est inédit qu'il y ait donc dans la capitale économique du royaume une table ronde de cette nature-là avec un chef d'État qui est présent. Et un certain nombre de ses ministres et d'opérateurs, etc. Ça prouve quoi? Ça prouve que le Maroc a une visibilité internationale et qu'il est porteur d'opportunités liées à des opérateurs marocains, mais également des opérateurs internationaux. Je crois que c'est un très bon point. Alors, la République centrafricaine, c'est quoi? C'est un pays qui connaît maintenant, depuis près d'une dizaine d'années, une stabilisation politique. Le président Touadéra a été élu en 2016, après des décennies compliquées. J'y reviens pas. Il a été réélu en 2020. C'est un pays enclavé, il faut le relever. Du superficie de 622 000 km², 6 millions d'habitants, PIB de 4 milliards de dollars, un pays essentiellement agricole. 50% du PIB, c'est l'agriculture et 12% c'est l'élevage. Mais en même temps, c'est un pays qui a de grandes ressources, hydrocarbures et uranium, sans oublier les diamants. Pour ce qui est des hydrocarbures, les réserves sont de 1 milliard de mètres cubes. C'est extrêmement important. Donc voilà une potentialité significative. Il y a également l'uranium, où les ressources sont évaluées à 20 000 tonnes de réserves à peu près. Et puis aussi les diamants. Les diamants, il y a 500 000 carats bruts qui ont été identifiés par an. Donc voilà un pays qui a des ressources importantes, et donc il s'est attelé maintenant aujourd'hui à valoriser ses potentialités. D'où ce plan national, un plan national de développement pour la période 2024-2028, d'un montant de près de 13 milliards de dollars, ça a été dit dans votre sujet, et qui est tourné vers les investisseurs. Quels sont les secteurs concernés? Évidemment l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture, les mines, le numérique, le tourisme, les énergies renouvelables, avec le souci de générer une croissance durable, de créer de l'emploi, de construire 300 km de routes nationales, 3000 km de fibres optiques, c'est important. L'électrification qui doit passer de 4% aujourd'hui à 38% en 2028. Et les participants qui sont invités à cette table ronde sont de diverses catégories. Il y a évidemment les opérateurs marocains, des opérateurs internationaux. Il y a également des financiers, des institutions internationales. Donc c'est quelque chose d'important qui se joue aujourd'hui et demain à Casablanca. Autre actualité marquante de la semaine, c'est Mostafa Sahimi, la sortie médiatique du chef du gouvernement Aziz Zakhnouch, qui s'est exprimé sur le bilan de son gouvernement à un an de la tenue des prochaines législatives. Que retient-on de ce bilan qu'a dressé le chef du gouvernement ? Le chef du gouvernement, mardi, dans une interview donnée à Oula, vous savez, à 2M, a donc donné un certain nombre d'éléments sur le bilan de son cabinet depuis 4 ans. Globalement, il est optimiste. Il a dit quoi? Il a dit que le bilan de son cabinet était sérieux, dense et qu'il s'insérait dans un programme d'action. Dans le détail, il a parlé de quoi? Il a parlé de ce qui a été fait pour le séisme de l'Haouz, avec des chiffres, 51 000 logements qui ont été remis aux familles, reconstruction de 300 écoles, finalisation de 100 centres de santé de proximité. Pour le stress hydrique, où il a une question importante sur laquelle il a été interrogé, il a estimé qu'il y avait des mesures qui avaient été prises, notamment avec l'autoroute de l'eau et l'interconnexion sur Bourg-Greg, etc. L'unité de dessalement de Casablanca qui sera opérationnelle à la fin 2026, sans oublier la protection sociale, le programme Amo Tadamoun qui couvre aujourd'hui 11 millions de personnes, avec une contribution de l'État de 9,5 milliards de dirhams. Et puis aussi, il a parlé du soutien social direct qui bénéficie à 4 millions de personnes. Il a également évoqué la santé avec la réhabilitation de 1400 centres de santé. Et puis, il a fait référence au fait que l'inflation était maîtrisée aujourd'hui autour de 1%, alors qu'il y a 3-4 ans, elle était dans une fourchette de 4 à 6%. Il a également évoqué le problème de l'agenda gouvernemental en faisant la distinction entre l'agenda gouvernemental et l'agenda politique. Question qui lui a été posée à propos de ses deux alliés, en l'occurrence le Parti de l'Istiqlal et le PAM.
et il a dit que les trois partis étaient engagés dans les grands chantiers de mise en œuvre de l'État social. Il a insisté sur la cohésion de la majorité en disant que c'était quelque chose d'exceptionnel par rapport aux précédentes majorités. Et puis il a évoqué le fait qu'il se félicitait que le ministre de l'Intérieur ait en charge l'organisation du scrutin, en estimant que c'était la bonne formule. Il a aussi critiqué l'opposition en faisant distinction entre ce qu'il appelle l'opposition responsable et constructive, qu'il salue et qu'il écoute, et l'opposition qui est là, selon ses propres termes, pour faire du buzz. Donc un bilan optimiste. Maintenant, reste le débat national qui va s'ouvrir les semaines à venir à l'occasion de la loi de finances et dans les mois à venir, dans la perspective des élections législatives de septembre 2026. Moustapha Sahimi, merci d'avoir décrypté pour nous les principaux événements de l'actualité de cette semaine. Merci, je rappelle que vous êtes donc professeur de droit politologue. Merci à vous. Les identités multiculturelles, une mémoire en mouvement, le thème était au cœur d'un colloque international à Essaouira. 2 jours durant, un parterre d'experts, d'universitaires et d'acteurs de la société civile ont débattu des dynamiques de construction des identités face aux défis du monde contemporain, avec un coup de projecteur sur le modèle marocain, toujours aussi inspirant et singulier. Abdelghani Tarawi et Iman Ablo. Un haut lieu de mémoire commune pour rappeler à quel point la pluralité culturelle fonctionne comme un vecteur de paix et un levier de dialogue et de tolérance. Une mémoire en mouvement qui interpelle sur les dynamiques de construction des identités face aux défis géopolitiques, culturels, religieux et sociaux contemporains dans un monde globalisé. Dans un monde marqué par la globalisation et la mobilité, c'est essentiel de réfléchir ensemble aux identités multiples et à leur rôle dans le pays, dans le dialogue interreligieux et la cohésion sociale. Ce colloque incarne notre engagement en tant que fondation pour le pluralisme, l'universalité et la liberté. Et quoi de mieux que la cité des Alizés, creuset des civilisations pour mettre en avant la richesse des mémoires et des identités qui distinguent un royaume séculaire et pluriel. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à Beit Dakira pour célébrer cette résilience à travers les identités multiculturelles, hassani, arabes, amazirs, juives, musulmanes. Et je le dis haut et fort, qui au monde peut célébrer cette fraternité aujourd'hui? Ce monde, comme vous le savez, est livré aux fractures, il est livré au chaos. Le Maroc n'a laissé aucune sensibilité à la marge. Le Maroc aujourd'hui œuvre, et depuis toujours d'ailleurs, à ce qu'il y ait une responsabilité face à ce monde qui est malheureusement en proie au conflit et au déchaînement de la haine. Loin d'être un slogan creux, le modèle marocain en termes de vivre ensemble est une réalité de tous les jours qui s'est forgée au fil des siècles. Un vécu intergénérationnel qui anime les jeunes du pays, devenus eux aussi des porte-flambeaux d'une singularité admirable. On a vu des témoignages des étudiants, des écoliers de la paix. On a raconté notre expérience avec le premier club de tolérance et de coexistence depuis nos plus jeunes âges. On avait 14, 15, 16 ans et aujourd'hui nous sommes tous majeurs, étudiants dans divers domaines, mais on a toujours avec nous ces principes de paix et de vivre ensemble. Des valeurs intrinsèques façonnées par l'histoire et par les choix collectifs dont la préservation demeure un impératif face à toutes les frictions. Direction à présent la montagne. On vous emmène à Ifrane. La petite Suisse a connu durant cet été une saison estivale exceptionnelle, marquée par une affluence record de visiteurs d'ici et d'ailleurs. La ville et sa région retrouvent aujourd'hui un calme serein, notamment avec la reprise des classes. Appréciée pour son doux climat et ses paysages, Ifrane accueille aujourd'hui les derniers vacanciers de septembre. Ahmed Fadeli, Hasna Moussaoui et Maria Oued. À l'heure où l'été s'achève, nombreux sont les vacanciers à faire le choix de la tranquillité. Dans un cadre apaisé, propice au calme et à la douceur de vivre. Et pour ce faire, direction Ifrane, au cœur d'une petite auberge nichée dans la nature, loin de l'agitation de ces derniers mois.
Si j'ai choisi cette période pour voyager, c'est parce qu'il fait moins chaud et qu'il y a beaucoup moins de monde dans les auberges et les hôtels. Pour ma part, j'avais envie de me retrouver dans la nature et de prendre un petit bol d'oxygène loin de la ville. Depuis quelques années déjà, nous préférons voyager à la mi-septembre car nous recherchons avant tout le calme et le silence. Et à l'heure de la rentrée scolaire et de la reprise des activités, ces touristes à contre-courant trouvent leur bonheur à cette période de l'année. En septembre, il y a très peu de monde. Ce sont principalement des retraités, des jeunes couples sans enfants qui viennent quelques jours se reposer. Et les touristes étrangers, eux aussi, ont répondu à l'appel du mois de septembre pour visiter la petite Suisse du Maroc. Et pour eux, pas de temps à perdre. Direction le parc national d'Ifrane, sa mythique forêt de cèdres et ses singes magots. On vient au Maroc au mois de septembre parce qu'il fait bon, il n'y a pas beaucoup de monde, on se sent bien en sécurité. Là on est à la forêt d'Ifrane où c'est qu'il y a les singes, c'est vraiment très joli. Nous avions vraiment à cœur de visiter le Maroc en septembre et pas un autre moment de l'année. Cette période est vraiment idéale pour visiter cette jolie ville. Loin du rythme imposé par la haute saison, le mois de septembre a le vent en poupe et séduit de plus en plus de voyageurs en quête de déconnexion. On passe aux sports mondiaux d'athlétisme de Tokyo. C'est demain que se jouera la finale du 3000 mètres steeple messieurs. Sur la ligne de départ, le double champion du monde et olympique marocain Soufiane El Bakkali et son compatriote Salaheddine Ben Yazid. El Bakkali s'était classé premier de la troisième série des qualifications avec un chrono de 8 minutes 26 secondes 99 centièmes devant l'Éthiopien Lamecha Girma. De son côté, Ben Yazid a occupé la première place de la deuxième série après avoir signé un temps de 8 minutes 27 secondes 21 centièmes. La sélection marocaine de tennis s'est qualifiée pour les playoffs du groupe mondial 1 de la Coupe Davis de tennis après sa victoire 4-1 face à son homologue sud-africaine dans le cadre d'une confrontation comptant pour le groupe mondial 2 disputé ce week-end à Pretoria. Menant à l'issue de la première journée 2-0, les Marocains donc ont scellé le sort de ce duel lors de la deuxième journée après la victoire de Talal Baadi contre le sud-africain Conor Roig 6-3, 6-2. Karim Benani a pour sa part confirmé la large victoire des nationaux en remportant sa rencontre contre Léo Mathiesen 6-1, 6-2. L'équipe du Maroc se qualifie ainsi à la dernière étape du tournoi prévue à Bologne en Italie en novembre prochain. Et en image également, bien sûr, du tennis, la République tchèque élimine les États-Unis en Floride de 3-2 et se qualifie pour la phase finale du tournoi prévu, nous le disions, à Bologne en novembre prochain. Menée 2-1, la République tchèque a finalement remporté les deux derniers simples pour éliminer les États-Unis. Lors du dernier match décisif, vous allez le voir, Jakub Mensik a battu France Tiafoe 6-1, 6-4. Les États-Unis, qui détiennent le record de victoires en Coupe Davis avec 32 titres, n'ont plus gagné depuis 2007. Et c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, à demain.